Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de lectures alternatives sur un film qui n'est pas Star Wars. Je voudrais parler du film qui vient de recevoir l'Oscar du meilleur film, c'est-à-dire La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Ma lecture alternative me vient d'une copine qui avait vu le film au cinéma et qui ensuite a lu des reviews et est devenue complètement folle parce que personne ne disait ce qu'elle avait vu dans le film, donc elle m'a demandé d'aller le voir pour qu'on en discute. Et effectivement, je suis d'accord avec elle et je ne comprends pas que je n'ai pas vu cette idée développée quelque part. Et que surtout, les critiques officielles disent complètement l'inverse, je suis assez étonné. Parce que bon, les critiques officielles disent tolérance, ouverture d'esprit, ouverture à la différence, belle histoire d'amour, qu'est-ce que c'est, solidarité et tout. Et simplement, ok, je comprends que le film, on voit bien pourquoi on pense ça en regardant le film, mais ça fonctionne pas en réalité. L'héroïne, elle est totalement, intégralement égoïste dans ce film. Elle est purement égoïste. Tous les discours qui sont tenus sur ce film sont faux. Il y a aucune solidarité dans ce film. Et l'héroïne n'est absolument pas bienveillante ou sensible ou engagée ou ouverte à la différence. Il n'y a rien de tout ça dans le film. Et ça se résume assez simplement, c'est que à la fin du film, quand elle est dans l'eau, on voit que Elisa, sa blessure à la gorge s'est débranchie. C'est-à-dire que c'est une amphibienne. C'est-à-dire que tout le long du film, elle ne se tourne pas vers la différence, mais vers la similarité. Alors bien sûr, on peut considérer que la fin du film est un fantasme. Elisa a pris une balle, elle tombe à l'eau, elle est sans doute en train de mourir, et nous représenter sa mort comme une transformation en amphibien, des branchies qui s'ouvrent et tout ça, ce serait pour atténuer la tristesse de cette conclusion. Sauf que sa blessure à la gorge, elle l'a depuis le début du film, elle a été trouvée au bord d'une rivière quand elle était petite, à moitié immergée dans l'eau. Ces éléments qui appartiennent à sa vie réelle n'ont rien à faire là si elle n'est pas une amphibienne. De même que c'est quand même un peu bizarre qu'elle soit muette, même si c'est à cause de sa blessure. Personnellement, ce qui m'a tout de suite fait bizarre dans le film, c'est bon. Comme je savais qu'elle allait finir avec la créature, ça m'a fait bizarre qu'on la voie entrer dans un bain pour se masturber. C'est-à-dire que le film nous dit que sa sexualité, dès le départ, est reliée à l'eau. Sa sexualité est aquatique. Qu'est-ce que ça veut dire si elle rencontre le monstre alors qu'elle est déjà plus compatible avec lui qu'avec un être humain? Ça colle pas, surtout qu'en plus elle remplit la baignoire à ras. Qui est-ce qui remplit une baignoire à ras-bord pour qu'elle déborde dès que tu rentres dedans, pour se masturber le temps qu'elle fait bouillir des œufs à la coque là. Je sais pas ce que c'est, enfin pour faire des œufs durs ou des, non, c'est des œufs à la coque en plus le temps qu'elle met, je sais même plus. Bref, c'est juste un comportement totalement bizarre qui correspond parfaitement au fait qu'elle puisse être une amphibienne. Et au-delà de ça, justement, ce plan veut dire autre chose. Son obsession pour les œufs et la masturbation dans l'eau, c'est aussi son horloge biologique qui la travaille. Elisa, elle veut faire des bébés. Et comme c'est une amphibienne, elle a un mal de chien à se trouver un partenaire sexuel. Elle ne sait pas qu'elle est une amphibienne, mais simplement en suivant ses désirs spontanés, elle va arriver à la créature. Et donc quand je dis que tous ces comportements sont purement égoïstes, c'est juste qu'elle n'a qu'un but en tête, se reproduire. Et elle a trouvé un partenaire sexuel qui lui correspond en la créature, et elle va donc tout faire pour le sauver, c'est tout. Donc quand je dis purement égoïste, c'est que si la créature n'avait pas été de cette espèce, si ça n'avait pas été un amphibien, si ils avaient trouvé un singe extrêmement intelligent, qui pouvait communiquer, voire qui pouvait parler, et qui voulait maintenant le tuer, le disséquer ou l'envoyer dans l'espace et tout, Elisa, ça lui aurait fait ni chaud ni froid. Aussi, quand je dis qu'elle est égoïste, je ne la juge pas. Ce que je veux dire, c'est qu'elle en a strictement rien à faire des autres parce que ça ne prend aucune place pour elle. Et ça se comprend dans le fait que justement, si elle a la même psychologie que l'amphibien, elle a un peu une psychologie d'enfant en fait.
Et ça, c'est une qualité qui a été soulignée dans les reviews et que les gens appréciaient. Ils ont dit qu'elle avait une candeur très mignonne et agréable. Sauf que candeur, voilà, c'est aussi de l'immaturité. Et quand on la regarde de près, on voit qu'elle ne comprend strictement rien à ce qui se passe dans la vie des gens qui l'entourent. Son égoïsme, il vient aussi d'un égocentrisme extrêmement prononcé. Elle n'a pas la moindre notion de ce qui se passe autour d'elle. On le voit bien, au début, quand elle arrive en retard au boulot, elle arrive 3 minutes avant l'heure. Elle arrive 3 minutes avant d'être en retard. Et donc en fait, elle n'est pas en retard. Sauf que l'heure à laquelle elle arrive fait que Zelda lui retient sa place et elle met plein de personnes en retard. Et Elisa, elle dit jamais merci, elle se soucie de rien. On l'a vu siffloter avant quand elle a pris le bus. Elle s'est jamais pressée, il n'y a rien qui lui pose problème dans l'équation parce qu'elle ne se soucie que de son existence. Et ça se voit dans son comportement avec Zelda et Gilles, à qui elle fait énormément de tort, et que tout le monde voit comme de la solidarité entre parias, alors qu'il n'y a aucune solidarité. Gilles, il s'associe à la mission de sauvetage de la créature parce qu'il a envie de mourir. Il dit j'ai rien dans ma vie sauf toi, donc si t'as besoin de cette créature, dis-moi ce que je dois faire. Idéologiquement, il est totalement contre. En plus, il trouve que c'est une idée débile. Et au bout de 10 secondes, il a un militaire qui lui braque un flingue sur la tête et qui devrait le tuer s'il n'y avait pas une personne compétente dans les parages, en l'espion russe, qui va tous les sauver et qui va faire que l'opération est une réussite. Mais c'est uniquement l'espion russe qui fait que ça marche. Il y a beaucoup de spectateurs qui ont été gênés par le fait que l'entreprise de sauvetage est complètement ridicule. Mais justement, son absurdité est un élément du film. Elle montre à quel point la psychologie d'Elisa est limitée quant à la considération de l'existence des autres. J'ai dit plus tôt dans cette vidéo qu'Elisa était égoïste. Mais c'est pas vraiment une accusation genre « Ah, elle pense qu'à elle, la vilaine ». C'est surtout « Elle ne pense qu'à elle parce qu'elle est très limitée intellectuellement ». Par exemple, son plus grand allié c'est l'espion russe. Elle lui demande jamais d'aide, alors que s'il intervenait pas, au mieux, elle sauverait la créature pour la voir mourir dans sa baignoire parce qu'elle peut pas respirer dans l'eau du robinet. Elle veut sauver la créature, elle pense même pas à poser la moindre question sur les besoins vitaux de cette créature. Et au lieu de demander de l'aide à l'espion russe, elle demande de l'aide à son pote gay qui est totalement inadapté à l'opération et qui fait tout foirer dès le début. Ensuite, elle ne pense même pas à pointer sa fiche. Elle pense même pas qu'elle va avoir besoin d'un alibi. Or, la première chose que Strickland regarde, c'est si les fiches ont été pointées. Et non seulement elle ne pense pas à pointer sa fiche, mais elle ne pense pas que le fait de rester en retard sur son lieu de travail va alerter Zelda. Zelda qu'elle n'a pas mis au courant de sa petite opération secrète. Elle a déjà dès le départ quelqu'un qui va être mis au courant alors qu'elle voulait pas la mettre au courant. Et en plus ça se passe mal, Zelda elle s'y oppose catégoriquement. Et après, elle est emportée dans la mission par l'espion russe qui la pousse au cul d'une manière ferme, mais Zelda, elle était contre, exactement comme Gilles. Et Zelda, elle est contre parce que cette opération est débile et qu'elle va la mener à sa perte, quoi. Elle a un minimum d'instinct de survie, Zelda, et Elisa la pousse à l'oublier. Et donc voilà, Elisa, elle prend pas en compte les besoins de la créature, elle prend pas en compte le fait qu'elle a l'espion russe sous la main qui pourrait l'aider, elle prend pas en compte le fait qu'elle a besoin d'un alibi, elle prend pas en compte le simple fait qu'elle doit pointer sa fiche quand elle quitte son travail, elle prend pas en compte le fait que Strickland regardera ça immédiatement, elle prend pas en compte le fait que Zelda va l'attendre, que Zelda va venir voir ce qui se passe. Les failles du plan d'Elisa ne sont pas des faiblesses ou des oublis, elles pointent à une psychologie particulière. Ne pas avoir le moindre alibi, ne pas penser aux besoins de la créature une fois qu'elle sera dans l'appartement, ne pas réaliser qu'il y aura une enquête, c'est pas des failles, c'est une inconscience. Elisa n'est absolument pas consciente des dynamiques qui régissent le monde qui l'entoure. Et donc justement, comment une personne comme elle pourrait être généreuse, empathique, sensible,
consciente de l'oppression sociale, consciente des problèmes des homos, consciente des problèmes de racisme, ouverte d'esprit, engagée, alors que même quand elle en a un besoin existentiel, elle est incapable de concevoir ce qui se passe dans la tête des autres. Je pensais que j'aurais besoin d'une seule vidéo pour explorer l'égoïsme d'Elisa, mais à l'évidence, je vais devoir m'arrêter là et faire une deuxième partie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici si vous êtes encore là. Et n'oubliez pas de liker si vous avez trouvé ça intéressant et de cliquer sur la suite.